le choix de parler des financements court terme aujourd'hui, parce qu'il nous a semblé que pour les PME et les PMI, qui sont dans beaucoup d'industries légères, dans du bien de consommation, les financements court terme étaient un sujet de préoccupation au quotidien. Le court terme pour nous, hein, c'est du financement à crédit à moins d'1 an, et donc le sujet est d'actualité. Les risques financiers ne sont pas négligeables. Pour en parler, et des solutions pour les réduire et des solutions pour les financer. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir un chef d'entreprise qui va évoquer son expérience dans ce domaine, 2 représentants d'acteurs importants, publics et privés, du secteur financier, et un expert indépendant des financements internationaux. J'appelle pour me rejoindre sur le panel, d'abord Hervé Mébon, secrétaire général de la société Technogenia, un industriel très performant. Je vous en prie, vous allez venir vous asseoir à côté de moi ici, voilà. Éric Champenois, qui est directeur du financement court terme de BPI France, il est là. Oui. Jean-Philippe Alcaraz, qui est directeur commercial adjoint de BNP Paribas Factor. Et Jean-Claude Exfour, qui est expert en financements internationaux. Il est notre auteur. Peut-être un petit mot sur qu'est-ce que Technogenia et où vous en êtes aujourd'hui. C'est une très belle histoire familiale qui a 40 ans aujourd'hui, voilà. Et très exportatrice. Oui, tout à fait. C'est une entreprise familiale qui a été créée par mon père. Donc Technogenia, on est une PME, on est effectivement basé en Haute-Savoie, à côté d'Annecy, de la région. Notre savoir-faire, c'est la maîtrise d'un produit extrêmement dur, qui est le tungstène fondu, que l'on applique sur des outils, notamment des outils pour le forage pétrolier, pour protéger les outils contre l'usure. Donc on a une forte activité de production et une activité de service également avec nos réseaux de filiales à l'étranger. On va en parler. Vous avez une présence qui est mondiale. Effectivement, plutôt dans les centres de production pétroliers, mais elle est quand même mondiale. Oui, voilà, tout à fait. Au travers d'un réseau de distribution et au travers de nos filiales. D'accord. Alors, d'abord, actuellement, est-ce que vous jugez que l'environnement est porteur pour vous? Parce que vous avez signé quelques tuiles avec la crise du pétrole. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on est dans des marchés qui sont très cycliques, donc on en a parlé. Donc, effectivement, le marché pétrolier est un marché extrêmement cyclique. Alors, vous savez, en France, nous, évidemment, le fait d'adresser ce marché, notre activité à export, elle est évidemment très importante, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, on en a parlé. Donc, notre premier marché de l'exportation est aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est grâce à nos filiales, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on n'aurait pas nos filiales aux États-Unis. Ce serait très difficile d'exporter sur ce marché. Donc, on a 2 filiales aux États-Unis. On dessert des gens qui font du service au prix. Et on a évidemment des filiales en Angleterre et plus récemment une filiale au Moyen-Orient. Pour répondre à votre question sur les risques, bon, nous, je dirais que tout dépend de la maturité de l'entreprise. Il est certain qu'au début, si vous voulez, les risques, ils existaient quand le père a créé l'entreprise et qu'il a eu, je me souviens très bien, son premier contrat à l'export avec un Américain. Il avait pris une assurance, à l'époque c'était Coface, et le marché qui avait été pris était un marché extrêmement important. Il représentait presque 1 an de chiffre d'affaires d'entreprise, qui était considérable à l'époque, parce que c'était une grosse société pétrolière. Et cette société pétrolière, elle a été, malgré sa taille, effectivement, sous le chapitre 11, donc de protection de la loi des faillites aux États-Unis. Et ce qui fait qu'on a eu un très gros souci. Et sans l'aide, effectivement, à l'époque de la COFAS, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, au départ de l'entreprise, on a effectivement, l'assurance est extrêmement importante. Après, effectivement, au fur et à mesure que l'entreprise a grossi, nous avons développé notre réseau de distributeurs. Nous avons effectivement aujourd'hui des distributeurs qui sont, où il y a une relation institut-personnel qui s'est installée et on leur fait toute confiance. Le risque, effectivement, à l'international, c'est eux qui l'assurent, puisqu'eux, ils nous payent donc avec un crédit qui leur est accordé. Et puis nos filiales, c'est la même chose. Donc nos filiales, elles ont une rigueur qu'on a nous en interne ici, et elles se font effectivement vis-à-vis de leurs clients finaux
une rigueur en matière de gestion financière. Donc c'est ce système-là qui nous permet aujourd'hui effectivement de dire que notre environnement international n'est pas si noir que ça, à part quelques pays exotiques qu'on peut en parler, qui sont effectivement le Moyen-Orient et puis l'Iran. À part ces quelques pays-là, c'est pour nous aujourd'hui pas trop problématique. Est-ce que ça vous arrive d'accorder des crédits à vos clients, à des clients? Alors, oui, on a une particularité, c'est qu'effectivement, pour tous nouveaux clients, effectivement, on lui demande un petit peu de montrer patte blanche. Alors, patte blanche, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un client un petit peu à l'étranger qui nous passe une commande, c'est systématiquement du prépaiement. Alors, on peut le faire parce qu'on a un produit qui est connu et on a une marque qui est connue, et finalement, ça aide. Hein, quand on a un bon produit, une bonne marque, et puis on va dire des bons résultats sur nos marchés, ça aide. Mais c'est un petit peu la politique de l'entreprise. Donc le prépaiement évite tous les problèmes, évidemment. Et ensuite, quand une relation d'affaires effectivement s'est instaurée, on peut lui accorder un crédit, mais cette politique de prépaiement sur un premier entrant est systématique. Et qui gère les créances à l'export chez vous? Et est-ce que c'est quelque chose que vous laissez traîner quand un client a plutôt dépassé les... Non, alors pas du tout. Alors effectivement, on a une politique aujourd'hui systématiquement, chaque mois, on voit un petit peu les retards de paiement et les relances qui sont faites. Voilà, je vous dis, on a pas trop de problèmes aujourd'hui, à part quelques pays que je vous ai cités, mais encore une fois, il faut être extrêmement... Je me souviens effectivement notre distributeur iranien, il nous a laissé une angoisse il y a 3-4 ans, mais j'ai pas lâché, c'est-à-dire que je lui envoyais régulièrement des SMS, via LinkedIn ou autre, et le montant n'était pas négligeable, 30 000 €. Ça a mis 2 ans, on les a récupérés. Donc ça fait partie des choses qu'il faut... Mais ça, moi je connais bien, je savais un petit peu, effectivement, mais ça fait partie... Alors aujourd'hui, on a encore le même problème avec le même distributeur, je ne lâcherai pas. Mais voilà, enfin, il faut absolument... et sur des pays comme ça, c'est impossible, c'est très difficile pour nous déjà de rapatrier l'argent, sur l'Iran, il faut savoir. Et donc aujourd'hui, c'est des marchés qui sont vraiment difficiles, avec notamment aujourd'hui en plus les sanctions américaines qui pèsent sur ce pays. Voilà. Mais en tous les cas, systématiquement, on essaye d'instaurer cette relation équipe personnelle qui nous permet, nous, quand il y a des difficultés sur un de nos distributeurs notamment, quand même d'essayer de récupérer l'argent qu'ils nous doivent. Alors, pour en terminer avec ce premier récit, témoignage, vous m'avez expliqué que la trésorerie pour une société comme la vôtre, c'est clé. Vous appuyez beaucoup sur votre trésorerie pour vos développements. Et comment cela se traduit-il en termes d'organisation, déjà, et de besoins? Quels sont vos besoins est-ce que vous avez des besoins spécifiques sur l'export, par exemple, pour financer des risques Oui, alors, bien sûr, en ce qui concerne toute création de filiales, nous demande effectivement un certain nombre d'aide et de besoins. Donc, notre volonté aussi, c'est de travailler avec des partenaires comme BPI. On a parlé du programme accélérateur PME, effectivement, nous sommes également dans ce programme. On a besoin des experts de BPI France, on a besoin de ces gens-là pour nous aider lors de la création de nos filiales. On a en interne une équipe aussi qui est dédiée un petit peu à tout ce qui est trésorerie, rapatriement d'argent, etc. Et puis, les filiales, c'est toujours une filiale, il faut savoir qu'une filiale, c'est toujours un risque, donc on essaie aussi de s'associer avec des partenaires. Notre dernière création de filiale à Dubaï, on s'est associé avec un partenaire norvégien, qui avait déjà une expérience là-bas du marché du pays, ce qui est pour nous beaucoup plus sécurisant, entre guillemets, et ce qui nous permet de pouvoir aussi partager les risques. Donc on a cette volonté aussi dans des pays un petit peu difficiles, de ne pas y aller tout seul. Ça, je pense que c'est important, il faut savoir partager les risques et
sous forme de joint venture, en tous les cas, pour essayer de se sécuriser aussi nous-mêmes, puisque dans des pays comme ça, la PME n'a pas toujours les moyens, effectivement, de passer beaucoup de temps et beaucoup d'argent sur des pays qui sont, sur le plan administratif, très compliqués. Merci. Alors, Jean-Claude, je voudrais tout de suite vous interroger. Est-ce que Technologie Verte, enfin, malheureusement, on ne peut pas donner tous les détails de la manière dont ils sont organisés, mais est-ce que ce que vous avez entendu, c'est un bon exemple à suivre à l'export? Oui, je trouve, ainsi que ce que disait Mme Delors juste avant, dans l'intervention avant, ce sont deux entreprises qui maîtrisent parfaitement les risques et qui, à mon avis, maîtrisent le risque pays avant le risque client. Je me trompe pas trop, je pense, à monsieur. Et c'est peut-être un reproche qu'on peut faire à beaucoup d'entreprises. J'ai des exemples. Depuis le début de l'année, j'ai fait quelques interventions où on pense d'abord au chiffre d'affaires avant du résultat et on vend un peu n'importe où sans savoir si on va être payé ou pas. Et j'ai constaté des impayés de 4, 5, 6 mois sur des pays comme le Nigeria, le Venezuela, l'Égypte. Ça laisse un peu perplexe. Mais hélas, ce ne sont pas des cas isolés. Hein. C'est quelque chose, je pense que vous autres banquiers, vous devez en avoir aussi parmi vos clients, j'en suis quasiment sûr. Donc c'est vrai que très très souvent, les gens ne s'intéressent pas au risque pays, c'est le risque client d'abord. J'ai écouté avec beaucoup d'attention une présentation de Stéphane Colliac, qui est toujours parfaite, et il parlait du baromètre export. On a vu le premier risque qui apparaît, c'est le risque d'impayé. Le risque pays n'est pas vraiment dans les risques majeurs pour les PME qui exportent. Alors le risque d'impayé, il faut peut-être l'analyser. 8 fois sur 10, ce n'est pas du tout le client qui est défaillant, c'est le pays qui n'est pas solvable. Un point, c'est tout, c'est déjà la première des choses. Je le dis toujours, les gens qui assistent à ce forum depuis des années doivent dire plus il vieillit, plus il rabâche la même chose. Mais si je vends à un nouveau client, avant de me préoccuper, puis ça va être de pire en pire, je vous le dis tout de suite, mais si je vends à un nouveau client, avant de me préoccuper de savoir s'il est solvable ou pas, j'en ai strictement rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le pays est solvable ou pas, enfin c'est tout. Donc le 18 juin, il y a Credendo, qui est un assureur belge, qui a sorti, comme il sort régulièrement, ses risques pays, son analyse des risques pays. J'ai regardé sur l'échelle de 1 à 7 en ce qui concernait le risque de non-transfert, qui est quand même pour moi le risque premier quand je vends à l'international. Sur 246 pays, vous en avez 40 qui sont classés 7, en clair, qui sont insolvables. Vous en avez à peu près autant qui sont classés 6. Vous avez plus d'un tiers des pays qui posent des problèmes en matière de rapatriement de devises. Encore une fois, je le rappelle, les personnes qui ne le savent pas, vous avez un client qui est solvable, je prends un pays comme le Maroc, par exemple, au hasard, ou l'Égypte, le client est extrêmement solvable, son compte va être débité parce qu'il faut qu'il achète des devises, il faut bien le savoir, la banque ne dispose pas d'euros ou de dollars. Donc son compte va être débité pour qu'il achète des devises, après la banque centrale éventuellement va bloquer parce qu'il n'y a pas les réserves suffisantes. Et vous avez sur des pays comme le Venezuela actuellement, si vous n'avez pas verrouillé, vous attendez entre, on va dire, 4 et 5 mois pour pouvoir récupérer votre créance. Trop souvent, les impayés sont liés, ni plus ni moins, à un problème d'insuffisance de devises. Alors, je ne parle pas des documents, ça c'est un autre problème. C'est très souvent lié également aux les nouveaux risques qu'on voit qui explosent, hein, parce que le risque pays explose vraiment depuis quelques années. C'est ce qui est très bien, d'ailleurs, entre parenthèses. Moi, je dis toujours, quand vous vendez en France, vous vous ennuyez beaucoup. Hein. Vous arrivez à 9h le matin, vous saluez tous les collègues, vous prenez le café, à 10h, il y a la deuxième pause café, et puis à midi, on ne sait plus quoi faire, on s'ennuie vraiment. Je plaisante, heureusement. À l'international, c'est pas ça. Vous ne connaissez pas un pays, c'est pas vrai. Vous pouvez vendre depuis des années au Nigeria, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Vous avez toujours des douloureuses surprises. Ce que disait Mme Delors ce matin, c'était très intéressant sur l'Algérie. Vous avez une nouvelle réglementation qui sort, elle entre en vigueur 48 heures après. Le Nigeria nous est accoutumé à ce genre de choses aussi. Donc il faut sans arrêt être en veille, en permanence être en veille, et pour moi, le risque pays est vraiment le risque majeur, absolument. Après, on a des surprises parce qu'on se dit « Ah ben je ne savais pas que ce pays-là, traditionnellement, il paye mal, parce qu'il a un comportement culturel qui fait que c'est un sport national de ne pas payer ses créances à l'échéance prévue. » Vous avez plutôt 40 ou 50 pays comme ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont profité de la grève, enfin pas de la grève, des incidents dans le métro ce matin, pour lire les échos. Ah oui, vous aviez le temps, parce que vous étiez bloqué dans le métro. Dans les échos d'aujourd'hui, il y a un superbe article sur le protectionnisme. Hein, et on s'aperçoit que sur les 12 derniers mois, il y a une quarantaine de pays qui ont à nouveau mis en place de nouvelles mesures protectionnistes. On va en avoir de plus en plus. C'est un des risques majeurs à l'heure actuelle.
Bon, je vais essayer de pas être trop. Oui, parce que sinon, vous pouvez faire le forum à vous tout seul. Mais on est là en plus pour parler de financement. Mais j'aimerais bien avoir peut-être la réaction des banquiers à ce qu'a vient d'être dit, et puis peut-être aussi la vôtre. Est-ce que le risque pays vous crée des soucis? Vous avez parlé d'Iran tout à l'heure, en l'occurrence. Alors, je ne sais pas si vous voulez commencer. Non, Jean-Philippe. Alors, le risque pays, il est bien évident que c'est un domaine que nous observons très finement, parce que, comme ça vient d'être rappelé, un certain nombre de pays, effectivement, présentent des profils très risqués, même si les débiteurs locaux sont eux tout à fait solvables. Vous avez fait allusion à un certain nombre de pays. Moi, je rajouterais par exemple le Gabon, qui a changé sa législation il y a quelques mois, sur lequel il était relativement facile de travailler, notamment dans le secteur pétrolier, et aujourd'hui, c'est quasiment impossible pour des établissements comme le nôtre. Donc, effectivement, c'est un sujet qu'on regarde attentivement. Ça fait partie des contraintes que nous subissons aujourd'hui dans l'environnement actuel bancaire. La BPI, normalement, quand même. Oui, mais on va prendre l'Algérie, par exemple. L'Algérie, par exemple, j'ai en tête une opération qui vient de se déboucler chez nous 1 an et demi après, justement, parce que ça s'est fermé du jour au lendemain, et pourtant nous étions avec un très grand ordonnateur public algérien, donc pas de souci de paiement en l'occurrence, mais un problème de technique, et heureusement que l'entreprise était financée à ce moment-là parce qu'on l'a accompagné pendant cette année. Et donc le risque pays est extrêmement important. C'est important pour comment les financer après. C'est pour ça que oui, sur le risque pays, effectivement, nous c'est quelque chose qu'on regarde avec attention. Il est certain que, par exemple, si on est un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est un problème pour nous aujourd'hui. L'Arabie Saoudite est en guerre aujourd'hui avec le Yémen. Il y a un risque, un pays le risque est indéniable. Donc ça fait partie, quand on décidera d'y aller, ça fait partie des choses qu'il faut absolument avoir en tête. Et puis je pense que sur ces pays-là, effectivement, s'entourer de locaux également est très important. Donc on parlait de l'Algérie. L'Algérie, effectivement, on travaille en crédit documentaire sur l'Algérie, donc parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Mais ça fait, donc on a un peu moins de soucis, mais enfin, en tout cas, ce sont des pays qui sont pas faciles, tant sur le plan administratif que sur le plan simplement des risques effectivement qui peuvent être importants en domaine financier. Alors Jean-Philippe Alcaraz, Jean-Yves Dodane l'a évoqué dans la table en ouverture, un peu sur l'affacturage. Et c'est vrai que c'est un métier qu'on connaissait bien sur le marché domestique, un peu sur l'Europe, moins pour grand export. Quel type D'abord, est-ce que c'est une solution en vogue à l'international? Il y a de plus en plus de clients qui... Et deuxièmement, à quel type de profil répond-elle? De besoin de financement répond-elle? Précisément. Alors, rapidement, quelques chiffres. Vous voyez, l'affacturage, c'est une solution qui a connu une très très forte croissance depuis 20 ans. C'est aujourd'hui une solution qui est quasi exclusivement bancaire, puisque tous les acteurs ou presque du marché français de l'affacturage sont des filiales de groupes bancaires. Depuis maintenant une dizaine d'années, l'international, donc je vais parler d'international, après je rentre dans le détail, l'international booste clairement l'activité de l'affacturage en France, avec une croissance qui est supérieure à celle du marché domestique. Nous-mêmes, chez BNP Paribas Factor, nous avons à peu près un tiers de notre activité qui est dédiée à l'international, ce qui est quand même assez considérable. Sachant que nous, et ça a été un petit peu dit tout à l'heure, notamment pour l'intervenant de BPI, en tant qu'acteur privé, nous accompagnons les entreprises dans leur quotidien, dans le financement de leur BFR, et nous collons particulièrement aux besoins de ces entreprises. Donc il y a une forte représentativité des marchés européens, d'une part. Je rappelle quand même que les exportations françaises sont tournées à 60% vers l'Europe. Dans un second temps, on va retrouver les pays hors Europe, mais de l'OCDE. Et là, on cumule près de 80% des volumes export de la France. Et on peut, effectivement, sur certains de nos clients, Jean-Yves y a fait allusion tout à l'heure, les accompagner dans le cadre de contrats spécifiques en délégation de leur police d'assurance crédit, parce que les grands exportateurs sont quasi tous assurés crédit. Et là, on peut aller sur du grand export sur 150, 160 pays. Et on retombe justement dans le sujet du risque pays qui est suivi très finement. Alors, aujourd'hui, nous intervenons à 3 niveaux. D'abord, nos produits
se décline sur tous les segments d'entreprise, depuis les plus petites jusqu'aux multinationales. Nous intervenons à 3 niveaux, c'est-à-dire que nous, bien sûr, nous finançons l'activité export des entreprises françaises. Et ça, notamment sur la zone européenne, c'est d'autant plus facilité qu'on n'a plus le risque de change, notamment sur la zone euro. Nous accompagnons également les clients auprès de leurs filiales, notamment européennes, puisque nous avons un réseau qui est présent dans 14 pays d'Europe. Donc c'est aussi une façon de les accompagner à l'international. Et nous avons une offre dédiée au grand export et ce qu'on appelle le pan-européen, c'est que nous avons des contrats qui sont gérés depuis la France et qui captent tous les volumes des entreprises françaises ou étrangères d'ailleurs qui sont installées à travers l'Europe. Il faut savoir que BNP Paribas Factoring en Europe, en 2017, c'est 154 milliards de créances commerciales achetées et financées. C'est quand même assez colossal. Pour vous donner un dernier chiffre de l'importance de la facturage aujourd'hui dans le monde, l'espèce de syndicat qui fédère tous les facteurs internationaux, s'appelle FCI, c'est plus de 400 facteurs sur 90 pays pour un marché que l'on estime en 2017 à plus de 2600 milliards d'euros de transactions commerciales. Y a-t-il une catégorie d'entreprise, par exemple Technogénia, je ne sais pas, mais y a-t-il une typologie d'entreprise qui s'adapte bien? Est-ce que c'est pas plutôt pour des entreprises qui ont des gros volumes récurrents, genre par exemple le commerce de détail, l'habillement, les biens de consommation? Alors, la facturage, c'est une activité qui s'intéresse au financement du court terme. Donc à l'international, on va pouvoir aller jusqu'à près d'un an des crédits. La facturage, c'est effectivement une solution de financement qui s'adresse à des activités où il y a une récurrence, une forme de récurrence, et où surtout les créances sont supposées être nées, causées, exigibles. Ce qui fait qu'on est particulièrement, c'est une solution qui est particulièrement adaptée aux activités qui sont les plus présentes à l'international. On l'a vu tout à l'heure sur les graphes de Stéphane Colliac, donc tout ce qui est industrie agroalimentaire, c'est un secteur d'activité qui est très représenté chez nous parmi nos clients, nos grands clients notamment. Tout ce qui est mécanique, sous-traitant de la mécanique, automobile, aéronautique, chimie, pharmacie, secteur textile, etc. Donc toutes ces activités sont effectivement éligibles à la facturage. Celles qui peuvent poser des difficultés, ça va être le BTP et plus généralement les activités avec des créances fractionnées. Nous aurons du mal à suivre sur l'international. Enfin, je dirais que nous sommes des financiers, nous accompagnons nos clients en termes de financement. Nos contrats à l'international doivent beaucoup à la qualité des assurances crédit, parce qu'on se repose beaucoup sur les contrats d'assurance crédit existants ou éventuellement sur ceux que nous sommes capables de proposer à nos clients. Alors, Éric Champenois, BPI France a développé une gamme considérable de soutien financier à l'export, qui sont d'ailleurs au taux du marché, souvent en cofinancement avec les banques, c'est un peu votre façon de fonctionner. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement sur le court terme aujourd'hui? Je sais même que vous faites de l'assurance crédit court terme quand le marché privé. Quand le marché privé n'est plus là. C'est la complémentarité entre la banque publique et les acteurs privés. C'est bien de dire un mot parce que la gamme s'est tellement développée et vite que c'est pas toujours connu. C'est pas toujours connu. Alors, je vais faire un petit retour arrière pour compléter ce qu'a dit tout à l'heure Pedro Dogo. Quand BPI France a décidé d'aller à l'international, en tout cas, et d'accompagner les entrepreneurs à l'international, c'est parce qu'il y a une volonté politique, publique, de booster cette activité-là. Et dans la gamme, toute la gamme, on a dit où est-ce qu'on peut se mettre. Il a été décidé d'être présent sous toute la chaîne de valeur d'une entreprise. Alors on commence par la formation, l'information des chefs d'entreprise. C'est les accélérateurs, mais ça peut être l'initiative prochaine chez nous qui fait des audits dans les entreprises pour dire voilà ce qu'il faudrait que vous fassiez pour aller à l'international. Ça, c'est la partie amont. Vous avez la partie financement, je vais revenir tout de suite après, mais vous avez la partie aval aussi après, c'est-à-dire quelque part, une fois qu'on a financé, il faut s'assurer. Il y a l'assurance publique qui est là. Et vous avez, sans oublier, aussi les investissements en fonds propres qui permettent de consolider les entreprises. Et je ferai juste un topo sur le fonds DUP. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Vous allez nous en parler. Le fonds DUP, ça permet d'investir dans les filiales de groupes français à l'étranger. Donc ça,
Alors on est parti du principe que c'est très, très difficile pour un entrepreneur français de lâcher du capital en France sur la dette de pont, en l'occurrence, mais comme il fallait développer les entreprises à l'international, eh bien on a un fonds spécifique qui développe, qui participe en capital sur les structures étrangères des groupes français. Voilà. Alors pour revenir sur le financement on l'a intégré de deux façons. On a le court terme, qui est la duplication de ce qu'on fait en France. C'est-à-dire globalement, nous ne faisons pas du factorage, nous faisons alors, du daily, parce que c'est un outil de mais ça, tout le monde comprend. En l'occurrence, c'est la mobilisation de créances, là les gens comprennent un peu moins, mais on le fait du daily, et ça nous permet justement d'aller dans les zones moins confortables que les acteurs privés. Alors j'explique les paiements fractionnés, hein, les pivots, ça on fait, les prestations intellectuelles, on fait, donc ça c'est plus compliqué en l'occurrence, mais on le fait dans l'ordre, c'est-à-dire que globalement, nous partons du pays, nous partons après pour vérifier que le fournisseur, l'acheteur est bien conforme, et après on accompagne l'entreprise, on ne le fait pas dans l'autre sens. Donc on a prévu cette activité comme une sorte de partenariat d'accompagnement des entreprises sur l'international, en l'occurrence sans obligation de cession de toute l'activité, mais simplement une certaine volumétrie nécessaire à la division naturelle des risques. D'accord. Alors, il y a aussi, vous pouvez quand même en toucher un mot, les avances de trésorerie pour ce qui concerne le financement des prospections, etc. Alors, vous avez aussi des financements possibles. Tout ce qui est, alors tout ça se fait aussi en partenariat avec les banques privées, je veux dire traditionnelles, privées. C'est vrai qu'en France, les banques sont toutes traditionnelles, en l'occurrence. Sauf Orange plutôt. En l'occurrence, sur l'international, c'est assez classique. C'est tout ce qui est intervention publique qui a été récupéré par BPI France, et donc l'assurance prospection. Quand vous allez à l'international, là, vous allez forcément avoir des dépenses. Eh bien, vous avez ce produit phare qui existe depuis maintenant quelques dizaines d'années, qui permet d'être remboursé en cas d'insuccès des opérations de développement à l'international. Vous avez aussi la garantie des cautions qui sont émises. Donc là, on garantit l'entrepreneur et il peut déléguer aux banques qui vont garantir eux-mêmes les opérations. Donc, tous ces schémas, ça s'enclenche naturellement dans le secteur qui existe aujourd'hui et le secteur partagé, financé assez fortement par les banques privées. Alors, je serais mal autrui vis-à-vis de votre Perrault pour dire qu'à court terme, aujourd'hui, on finance en fait compte aussi les acheteurs des entreprises françaises. Et ça, cette partie-là qui était un peu en déshérence parce que cantonné sur les grosses opérations à l'international, et bien aujourd'hui, BPI France a déjà fait une quarantaine d'opérations, c'est significatif, sur des opérations où vous vendez à un acheteur étranger, mais vous ne souhaitez pas porter le risque de crédit ou l'étalement de paiement que vous avez prévu auprès de ces acheteurs. Et c'est à ce moment-là la garantie publique au travers du crédit export qui prend le relais. Crédit acheteur, crédit fournisseur. Crédit acheteur, fournisseur, pour nous, c'est crédit export. Alors, pour notre ouvert à tous, parce qu'il y a souvent confusion, et je poserai la question du banquier, mais Jean-Claude, vous pouvez dire un mot. Quelle est la différence entre le financement de créance à l'export, dont vous parlez, et la facturage dont vous parlez du salaire? Les gens font la confusion entre les deux, et techniquement, en fait, c'est quoi la différence? Alors, déjà, je pense qu'il y a une différence de philosophie. Nos établissements ne répondent pas aux mêmes besoins des entreprises. Ça paraît assez important. Il y a une complémentarité dans nos offres. L'affacturage, c'est une technique à l'origine qui n'est pas une technique bancaire. C'est l'externalisation du poste client auprès d'un facteur qui va gérer ce poste client, qui va assurer le risque de bonne fin, qui va faire la relance précontentieuse, le recouvrement, la relance contentieuse, et qui peut proposer également de financer ce poste client. Donc ça, c'est l'affacturage. L'une des différences majeures par rapport à l'environnement bancaire, j'en vois deux personnellement tout de suite, c'est d'une part le fait que le financement est déplafonné, c'est-à-dire qu'on va adapter notre financement aux besoins de trésorerie de l'entreprise, et le fait également, vous avez fait allusion tout à l'heure au terme de DAI, par rapport à la loi DAI, justement, où à l'échéance le compte est débité, en affacturage, on va apporter de la souplesse, on va porter les créances, laissant le temps à l'acheteur étranger de régulariser sa situation, jusqu'à ce qu'éventuellement on en arrive à ce qu'il ne soit plus une bonus et
finissent dans une procédure contentieuse. Voilà, ce sont les différences, pour moi, les plus criantes par rapport à l'offre bancaire. Alors la grosse différence, c'est celle-là. Hein, la factureur est une société financière, hein, en l'occurrence. Il achète un bien, alors que la DALI, le banquier que je suis, moi, ça fait un crédit à une entreprise en premier. C'est la différence entre les deux, en l'occurrence, même si on se base sur les créances achetées pour pouvoir faire le crédit. Alors, je vous pose la question, parce qu'en plus, je sais, on dit, ah bon, ils font ça de la mobilisation. Et c'est un produit qui vous intéresserait, ça, la mobilisation de créances ponctuelles sur une affaire? Oui, tout à fait. Vous avez parlé également de possibilité effectivement de financer nos filiales à l'étranger. C'est des choses qui peuvent tout à fait nous intéresser. Il faut savoir que c'est pas facile même pour une filiale étrangère, notamment aux États-Unis, systématiquement que des banquiers américains accordent des prêts ou financent du BFR. C'est pas du tout évident, surtout quand la filiale a finalement peu d'années d'existence, parce que le banquier américain ne connaît pas la filiale. Et il se fout de savoir que l'entreprise en France existe depuis 40 ans. Donc ça, c'est une disposition qui peut tout à fait nous intéresser, parce que c'était pour nous effectivement source de problème. Alors j'ai une question également. Vous financez en devise locale ou pas? Les méandres. Non, nous ne finançons qu'en euros aujourd'hui, même si à horizon de 12 mois, 18 mois, on pourra certainement financer en devise. On est parti du principe que alors, notre cible, c'est quand même les PME, hein, nous en l'occurrence. Et alors, j'avais un chiffre, c'est que 90% des PME n'étaient pas assurées. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas oublier les questions de formation. Alors, et là-dessus, nos PME, plutôt qu'aller chercher des pays loin dans un premier temps, autant aller quand même au départ sur des pays qui maîtrisent un peu mieux. Et donc, on est un peu comme tout le monde, on est à 60% sur les pays de l'OCDE, bien connus et tout ça. On a un tropisme africain quand même chez BPI France, en l'occurrence, puisqu'on y arrive, hein, on a à peu près une quinzaine de pourcents de nos activités en court terme sur l'Afrique, on y arrive, même si c'est un peu complexe. Alors nous, nos outils sont conçus pour être multilangues et multidevises. Donc sur la page d'accueil de notre site internet de gestion des contrats, vous avez immédiatement le choix entre 8 devises différentes et nous finançons dans toutes les devises couramment utilisées dans les échanges internationaux, depuis bien entendu le dollar, la livre sterling, le franc suisse, le yen, etc. Je rappelle quand même que 80% des échanges internationaux sont facturés en dollars. C'est la devise la plus importante dans nos contrats, la plus utilisée. Par contre, point important, nous ne faisons pas de couverture de change. Nous appartenons à un grand groupe bancaire et la synergie avec notre tutelle fait que c'est notre tutelle qui va proposer à nos clients les outils de couverture de change. Par contre, nous finançons en devise et c'est un produit qui est particulièrement adapté pour les ETI qui cherchent des solutions de déconsolidation, que ce soit en langue française, en IFRS, en US-GAAP, parce qu'on va comme ça aligner le risque de change dans nos contrats. Jean-Claude, une réaction? Oui, une réaction et une question, je poserai à Jean-Claude d'ailleurs. Première réaction, c'est que c'est vrai que ces 5 dernières années, la facture internationale a explosé dans tous les sens, avec des nouveaux produits, des produits plus attrayants. Il y a encore 10 ans, le facturage international, c'était 5-6 pays, pas plus, en fait. Là, maintenant, effectivement, une multitude de pays. La question que je vais poser, par contre, je vais être un petit peu le vilain canard. Moi, je suis un peu tordu, je vends en Algérie il y a plus d'1 an. Voilà, c'est comme ça, parce que mon client, une grosse entreprise algérienne, me dit, je veux bien travailler avec toi, mais c'est 14 ou 15 mois. On parle beaucoup de facturage, on en a beaucoup parlé à la table ronde précédente, on ne parle pas du tout de forfaitage ici. Alors, mon sentiment, mais là je suis un peu profane, c'est un problème culturel. Moi je suis en Grande-Bretagne, le forfaitage marche très très bien en Grande-Bretagne, y compris pour les TPE, les PME. En France, on a encore le sentiment que le forfaitage est réservé aux très grandes entreprises. Donc ma question est vraiment pour vous, Jean-Philippe. Alors effectivement, c'est une technique, je ne sais pas si tout le monde la connaît, pour faire un petit peu un peu simple, par rapport à la facturage, le forfaitage, c'est un petit peu le même produit, mais sur des durées plus longues et sur des activités moins récurrentes,
souvent avec une taille moyenne de facture ou de marché assez significative. Alors, j'ai fait allusion tout à l'heure, nous appartenons à un grand groupe bancaire de taille mondiale. Nous avons une pratique chez BNP Paribas Factor. Tous les 15 jours, nous faisons des conférences avec nos collègues qui gèrent tout le working capital. D'ailleurs, la dernière, c'était hier après-midi, donc vous voyez, c'est pas vieux. Et notamment, autour de la table, nous avons nos collègues de Trade Finance. Et tous ces sujets, on les reporte. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre un client pour des solutions d'affacturage et qu'ils nous font part d'un besoin différent auquel nous ne pouvons pas répondre, nous savons qu'il existe une solution au sein du groupe, nous renvoyons tout de suite ce client vers le bon service au sein de l'univers BNP Paribas. Moi, récemment, j'ai rencontré un client pour la mise en place d'une solution de financement de sa marketplace, et il m'a fait part d'un besoin pour du financement de précommande auprès de fournisseurs chinois. Donc moi, je n'ai pas la solution, mais au sein du groupe, nous l'avons. Et donc, je sais que la semaine prochaine, il y a une conférence téléphonique avec nos collègues de la banque en Chine et ce client pour trouver la solution. Je confirme que toutes les banques sont organisées de la même façon, puisque le fait est que dès qu'on dépasse une certaine date de durée, généralement 1 an, on passe en crédit fournisseur ou crédit acheteur, qui est plus avec des techniques bien particulières, notamment la couverture de BPI France en assurance. Et ce que je veux dire, c'est bien ce que je veux dire, c'est que le forfaitage est concurrent du crédit fournisseur et du crédit acheteur, et plus particulièrement du crédit acheteur. C'est plus rapide à mettre en place. Nous, on l'a traité comme un complément. C'est soit l'un, soit on arrive à le faire d'un côté, et si on n'arrive pas à le faire d'un côté, on le fait de l'autre côté. Okay. Donc c'est pas du tout concurrent du tout. Mais c'est mal connu en France. C'est encore très mal connu. En dehors des corporates, j'entends. Mais pour les petites entreprises, c'est encore du chinois. Et on n'a fait que 40 opérations l'année dernière, en ayant un ticket minimum à 1 million d'euros. Donc c'est petit, normalement le ticket minimum c'est 5 ou 10 millions d'euros parce que ça demande énormément de complexité, de technicité, des coûts énormes parce qu'il faut connaître la juridiction, le droit du pays concerné. Ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. On y arrivera. Alors, on prévoit à chaque fois, on va clore ici, on aurait pu continuer, mais je souhaiterais savoir s'il y a des questions dans la salle, parce qu'on peut voir 5-10 minutes d'échange avec la salle. Comme on a pris d'entrée un petit peu de retard, je souhaiterais lancer l'échange avec la salle. Donc n'hésitez pas, il faut un premier qui se lance là. Ah, ça y est. Allez-y, madame. On a beaucoup parlé du risque d'échange, du risque d'échange pour les entreprises. Je disais qu'on avait beaucoup parlé du risque de change pour les entreprises. Et il existe des techniques, notamment bancaires, pour se prémunir de ce risque. Alors, est-ce que ces techniques ne sont pas efficaces? On peut utiliser? Là c'est vrai que ce n'était pas le sujet, la question a été posée comme ça, mais quelqu'un veut-il répondre? Oui, nous, comme je vous l'ai dit, nous ne le traitons pas directement chez BNP Paribas Factor, parce que nous avons des outils au sein de la banque, et nous avons des équipes dédiées pour la couverture du risque de change. Donc au niveau régional, vous avez toujours au moins dans un centre d'affaires une salle des marchés avec des gens très compétents qui sont là justement pour apporter des réponses adaptées au risque de change dans les différentes devises. Hervé, mais bon, comment vous faites, vous, des solutions que vous trouvez pour le risque de change? Nous, on a en fait une particularité, c'est qu'on achète nos matières premières en dollars et l'on vend en dollars. Donc en fait, on a une phénomène de compensation naturelle qui nous prémunit de risque de change effectivement international. Donc vous n'avez pas de besoin particulier. Oui. Alors, monsieur en premier, madame derrière. Oui, bonjour. On a parlé de la souplesse au niveau de la liquidité des financements de la ligne d'affacturage. Mais existe-t-il la même souplesse lorsqu'on a un effet de concentration sur un ou deux clients? Alors, effectivement, c'est une question intéressante. Nous avons une particularité dans notre établissement de ne pas prévoir de clause de concentration. Donc on peut tout à fait mettre en place des solutions de financement avec une concentration acheteur sur 1, 2 ou 3 clients. Après, ce qui fait l'un des charmes du métier de l'affacturage, c'est cette
ce balancier entre ce qu'on appelle nous le risque cédant, c'est-à-dire le client qui va venir nous céder ses créances commerciales, la factorabilité, c'est pas très beau comme terme, mais c'est en fait la prise en compte de toutes les caractéristiques techniques du cycle de commercialisation des produits, la nature des justificatifs, les incoterms utilisés, etc. Et bien entendu, la qualité des débiteurs, et j'ai fait allusion tout à l'heure, la part des assureurs crédit est primordiale, puisque c'est eux qui vont nous apporter la réponse sur la qualité des débiteurs. Après, au-delà, je ne sais pas si on va revenir sur le sujet, me disait mon voisin de droite, il y a d'autres éléments à prendre en compte, comme notamment les risques de non-transfert, ce qu'on appelle dans l'assurance crédit les risques politiques, plus généralement, où là, il faut bien lire les polices, parce que des fois, on peut avoir des petites surprises, et on peut être confronté à des débiteurs de bonne qualité, mais malheureusement installés sur des pays où on va avoir des difficultés de rapatriement des devises. Voilà. Je voulais juste compléter un petit peu là-dessus, c'est pour dire que quelque part, oui, il n'y a pas de concentration, par exemple chez nous, mais on se rend compte qu'on aura un œil différent. C'est-à-dire que si vous êtes concentré sur un seul pays, vous êtes exportateur que sur un seul pays, vous êtes en risque, en l'occurrence. Vous-même, l'entreprise elle-même est en risque. Donc ça, c'est pris en compte dans l'analyse de la relation avec le client. Voilà. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à M. Cara. Concernant, tout à l'heure, vous avez parlé des risques concernant un pays en particulier que je couvre, c'est-à-dire le Gabon. Vous avez parlé des changements de la législation pour lesquels vous dites que vous êtes dans les capacités maintenant de continuer à travailler avec ce pays, sachant que BNP Paribas a été longtemps un acteur majeur au niveau du Gabon, et il y a quelque temps, le Fonds souverain gabonais a racheté les actions de BNP Gabon. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les risques qui vous ont fait vous retirer du marché gabonais? Je vous remercie. Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre sur l'opération de rachat des titres de la banque. Là, je ne connais pas le détail. Donc, je parlais en tant que facteur uniquement. La modification de la réglementation gabonaise a fait que les entreprises étrangères qui sont installées au Gabon doivent nécessairement facturer localement et se faire payer localement. Ce qui nous contraint, dans l'absolu, à être présents au Gabon. Aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Peut-être nous le serons dans l'avenir, puisque nous travaillons aujourd'hui à l'extension de notre réseau de sociétés d'affacturage, et nous avons maintenant 4 implantations sur le continent africain avec le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et aujourd'hui, techniquement, nous sommes dans l'incapacité, malheureusement, d'accompagner nos clients qui sont installés au Gabon. Monsieur. Bonjour, Thierry Franco. Je suis ancien banquier et je conseille aujourd'hui, j'accompagne des entreprises à l'international, et notamment pour rechercher des financements et des sécurisations à l'export. Il est tout à fait notable que beaucoup de dirigeants d'entreprises ne connaissent pas tous les mécanismes qui existent au niveau du financement, au niveau du commerce international, des incoterms, de la négociation des contrats. Et ce qu'on découvre aussi, c'est que, on le comprend lorsqu'on est amené à négocier à l'international et avec des banques, c'est que les recours des banques et des assureurs se basent sur les contrats, la plupart du temps. Il faut avoir ces recours. Ensuite, l'identification des risques, comme le risque de change, le risque de non-transfert, est tout à fait couvrable aussi. Il faut le savoir avant et le mettre dans les prix, et structurer le contrat de cette façon-là. Par rapport au Gabon, juste une petite anecdote, c'est que le gouvernement, à un moment, ne payait pas ses dettes et les remboursait partiellement juste avant d'être en défaut. Donc il y avait une sorte d'organisation qui était mise en place, et beaucoup de banques françaises ont subi des déboires avec ces aspects-là. Peut-être que BNP n'y était pas, mais ça a été une pratique récurrente il y a quelques années. Donc c'était plutôt un commentaire de question. Vous avez une question? Vraiment, la chose importante, c'est que aujourd'hui, les mécanismes d'accompagnement existent, se mettent en place. Moi, je travaillais pour l'ancienne BFCE à l'époque, mais l'aspect guichet unique est très important. Et lorsqu'on a un exportateur en face de nous, lorsqu'il va voir une banque, la banque ne le conseille pas toujours, elle va lui vendre ses produits. Et parfois, il existe des solutions qui sont, comment dire,
décalé par rapport aux produits que propose la banque. Et donc ce qui peut être intéressant pour un exportateur, c'est d'avoir un avis externe, neutre, qui va trouver la meilleure solution par rapport à la problématique qu'il rencontre. Votre réaction par rapport à Fidelity? C'est pour ça que chez BPI France, on a créé un petit peu le pôle international, et dans chaque région, vous avez un expert international qui ne fait que de l'international, qui va à l'étranger pour s'imprégner de ce qui se passe à l'international, pour bien comprendre les choses. Après, on est à même d'intégrer un petit peu les besoins des uns et des autres, et on le fait très très souvent en partenariat avec les établissements bancaires. Un mot, Jean-Claude? Non? Hervé? Au début, quand vous avez démarré, c'était si facile que ça d'avoir des idées et des réflexes? Des idées, quand on démarre, il faut en avoir, sinon c'est compliqué. Mais non, peut-être, je dirais qu'il faut effectivement, pour un exportateur, prendre toutes les compétences qui peuvent exister, aussi bien chez différents partenaires banquiers, BPI et autres. Et puis, ne pas hésiter, peut-être encore un conseil, ne pas hésiter à se faire conseiller, parce que je pense qu'effectivement, on pêche souvent par défaut de conseil, notamment pour un premier exportateur, pour éviter de faire des grosses bêtises. Ce sera le mot de la... Oui, alors, un tout dernier mot, alors. Et juste vraiment pour complémentarité, il faut être très curieux et aller sur Internet, surfer. Tous les sites des banques, tous les sites des assureurs vous permettent quand même d'avoir bonne connaissance des pays et de prendre vos décisions à partir de cela. Alors, on prend une toute dernière question parce que la pause a commencé pour un certain nombre de gens et ils prennent de l'avance. Donc, bonjour. C'est d'ailleurs un accord fait. Je suis start-up dans le négoce international. Donc c'est très intéressant tout ce que vous dites, tous les accompagnements qui existent à l'export. Maintenant, je veux savoir ce que vous proposez pour les start-up, parce que c'est celles-là qui ont besoin d'aide. Qui n'a pas de bilan, par exemple. Vous voyez, un premier bilan. Ou un premier bilan. Alors nous, on va le traiter par le fond, c'est-à-dire globalement, une start-up qui a besoin de se développer, a besoin de fonds propres, a besoin d'avoir de crédit. Et donc BPI France fait ce schéma-là, c'est-à-dire qu'elle accompagne, on n'est jamais seul en l'occurrence, on est toujours en partenariat avec les établissements bancaires. Donc une start-up qui se crée, elle a besoin de fonds propres, eh bien il y a des fonds spécifiques pour les start-up. Elle a besoin de crédit pour ses investissements, eh bien il y a la garantie possible des crédits bancaires qui permettent d'accompagner. Si vous allez à l'export, je pense que aussi, si vous avez un contrat avec des factures ordonnancées et que vous êtes accompagné sur l'international, vous trouverez du financement à court terme. Aujourd'hui, je pense que quelque part, il n'y a pas de problème de financement aujourd'hui. Oui, juste pour finir, nous, je vais parler pour mes collègues de la banque, nous avons toute une structure d'accompagnement des startups au sein de BNP Paribas, avec notamment 2 centres en région parisienne d'hébergement des startups. Donc je vous invite à contacter directement BNP Paribas et leur faire part de votre projet. Merci infiniment. On va faire la pause. Hervé, merci.